Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, les Caraïbes se transformèrent en le théâtre d'une histoire réelle si intense qu'elle donna naissance à des mythes immortels, l'ère des véritables pirates des Caraïbes. Dans ces eaux naviguèrent des figures légendaires comme Edward Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire, qui, avec sa barbe enflammée de mèches de soufre, terrifiait n'importe quel équipage. Henry Morgan, le corsaire gallois qui pilla Panama et finit par devenir gouverneur de la Jamaïque, ou encore Anne Bonny et Mary Read, deux femmes qui défièrent les normes de leur temps et combattirent avec la même férocité que n'importe quel homme. Autour d'eux naquirent les légendes de trésors cachés, de cartes secrètes et de malédictions qui nourrissent encore aujourd'hui l'imagination populaire. On dit que le butin de Barbe Noire n'a jamais été retrouvé, que les coffres d'or de Morgan reposent sous les sables de la côte hondurienne et que les galions espagnols coulés au large des Bahamas gardent encore des richesses incalculables. Les Caraïbes après la découverte de l'Amérique. L'arrivée de Christophe Colomb dans les îles des Caraïbes en 1492 marqua un tournant dans l'histoire mondiale. À partir du moment où l'expédition espagnole débarqua à Guanahani, la mer des Caraïbes cessa d'être une extension inconnue de l'océan Atlantique pour devenir le centre logistique et stratégique du plus grand empire transocéanique de son temps. Les petites îles habitées par des communautés taïno et caraïbes se transformèrent soudainement en pièces clés au sein d'un réseau impérial destiné à extraire des ressources, contrôler les routes maritimes et assurer la domination politique et religieuse de la couronne espagnole sur le Nouveau Monde. L'arrivée des Européens n'apporta pas seulement la colonisation, mais aussi la nécessité d'établir un système protégeant le flux constant de richesses vers la péninsule ibérique. Les Caraïbes devinrent le point de départ de cette entreprise. Lors du premier voyage, Colomb identifia dans les îles caribéennes une position stratégique en raison de leur situation géographique. Elles servaient d'escale naturelle entre l'Europe et le continent nouvellement découvert. Lors de ses expéditions suivantes, il fonda des établissements tels que la Navidad sur Hispaniola, puis Isabela, dans le but d'établir une présence permanente permettant d'explorer l'intérieur et d'organiser l'extraction de l'or. Hispaniola devint le premier centre administratif de l'Empire espagnol en Amérique, suivi peu après par Cuba, Porto Rico et la Jamaïque. Depuis ces points, les Espagnols commencèrent à cartographier les Caraïbes, traçant des routes de navigation reliant les îles entre elles et connectant l'archipel au continent et aux ports atlantiques de Séville et Cadix. La découverte d'or dans les rivières et montagnes d'Hispaniola provoqua une véritable fièvre de richesse qui attira colons, soldats et fonctionnaires royaux. Les premières mines commencèrent à fonctionner à grande échelle, obligeant la couronne à établir un appareil bureaucratique pour enregistrer le cinquième réel, l'impôt qui obligeait à remettre 20% de tout le métal extrait au trésor royal. Chaque navire quittant les Caraïbes était soigneusement inspecté et devait déclarer toute sa cargaison. Cependant, la cupidité des colons et des fonctionnaires provoqua la naissance de réseaux parallèles de contrebande dans lesquels une partie de l'or était dissimulée et envoyée par des routes clandestines. Ces activités illégales attirèrent l'attention des marins français et anglais, qui comprirent que le contrôle de la mer signifiait le contrôle de la richesse. L'océan Caraïbe commença à se remplir d'embarcations espagnoles, transportant de l'or et des provisions entre les îles. Les premières villes coloniales, comme Saint-Domingue et San Juan, devinrent des ports d'où les navires partaient vers la péninsule. Ces villes furent rapidement fortifiées par des murailles et des canons, car des rumeurs d'incursions ennemies commencèrent à circuler quelques années après la découverte. La France, qui n'acceptait pas les concessions territoriales accordées par le pape Alexandre VI en faveur de l'Espagne et du Portugal, envoya des marins bretons explorer les Caraïbes, officiellement pour commercer, mais en réalité pour intercepter les cargaisons d'or et d'esclaves indigènes. L'établissement du système des flottes au début du XVIe siècle fut une réponse directe à ces menaces. L'Espagne organisa rigoureusement ses routes maritimes. Chaque année, à des dates déterminées, une flotte complète partait du port de Séville, traversait l'Atlantique en convoi et se dispersait dans différentes directions en arrivant dans les Caraïbes. Au retour, les navires se regroupaient à La Havane pour traverser ensemble l'océan, protégés par des vaisseaux de guerre. Cette mesure était nécessaire car les tempêtes tropicales pouvaient disperser les navires et les attaques ennemies devenaient de plus en plus fréquentes.
La mer des Caraïbes avait cessé d'être un espace libre et était devenue un corridor contrôlé par le pouvoir militaire espagnol. Le flux croissant de richesses transforma la perception des Caraïbes en Europe. Les rapports envoyés à Madrid parlaient de mines d'or, de plantations de sucre, de bétail et d'esclaves africains amenés massivement pour remplacer la population indigène, décimée par les maladies et le travail forcé. Chaque navire arrivant en Espagne chargé d'or ou d'argent renforçait le pouvoir de l'Empire espagnol, mais augmentait aussi le ressentiment des autres puissances. L'Angleterre, alors en période de consolidation monarchique sous Henri VIII puis Élisabeth Ier, observait avec inquiétude comment sa rivale continentale s'enrichissait sans opposition. La rivalité religieuse entre catholiques et protestants se transporta sur mer et les Caraïbes devinrent le principal théâtre de cette lutte pour la suprématie. Les routes commerciales espagnoles traversaient des zones d'eau peu profondes, des îles inhabitées et des détroits difficiles à naviguer, obligeant les galions à suivre des trajectoires prévisibles. Cela donna un avantage aux ennemis. Il suffisait de connaître les vents et les courants pour intercepter les flottes sur le chemin du retour vers l'Europe. La France lança les premières attaques organisées contre les navires espagnols dans les années 1520, tandis que l'Angleterre commença à financer des expéditions privées au milieu du XVIe siècle. Les Caraïbes devinrent une mer surveillée par des ennemis invisibles, où les navires devaient naviguer en formation serrée et sous alerte constante. Les chroniques espagnoles de l'époque relatent des affrontements près de Cuba, Porto Rico et les îles Bahamas, où les assaillants disparaissaient après s'être emparés du butin. La croissance de la contrebande affaiblit également le monopole espagnol. Les colons espagnols commencèrent à commercer clandestinement avec les Français et les Anglais, livrant du bétail, des cuirs et du sucre en échange de produits européens moins chers que ceux envoyés depuis Séville. Cela ne minait pas seulement l'autorité impériale, mais permettait aussi aux puissances rivales d'établir des réseaux de renseignement au sein des Caraïbes. Chaque port espagnol devint un point d'observation pour les ennemis qui étudiaient ses défenses, ses routes et ses horaires de départ. La mer des Caraïbes, qui au début du XVIe siècle était presque exclusivement espagnole, se transforma rapidement en un espace multilatéral où convergeaient commerçants légaux, corsaires illégaux, colons désespérés et royaumes en compétition directe pour la suprématie océanique. Avec l'expansion vers le continent, surtout après la découverte du Mexique par Hernán Cortés en 1519 et du Pérou par Francisco Pizarro en 1532, les Caraïbes se consolidèrent comme le point de connexion entre les richesses continentales et les ports d'Europe. Tout devait passer par cette mer. Les routes venant de Veracruz, de Carthagène des Indes et même de Portobello convergeaient à La Havane, formant une artère vitale pour l'Empire. Mais cette même prévisibilité transforma les Caraïbes en le théâtre privilégié de l'apparition d'une nouvelle classe d'ennemis, qui ne luttaient pas pour la gloire d'une nation, mais pour la capture directe de l'or qui circulait entre les vagues de l'Atlantique occidental. Naissance de la piraterie, les premières attaques contre l'Empire espagnol. Au début du XVIe siècle, alors que l'Empire espagnol consolidait son contrôle sur les Caraïbes et établissait les premières villes permanentes à Hispaniola, Cuba et Porto Rico, des rapports alarmants commencèrent à apparaître concernant des navires étrangers rôdant sur les routes maritimes. Les premières mentions officielles d'attaques de pirates datent de 1523, lorsque des navires en provenance de France furent aperçus près des côtes des Antilles, interceptant des galions chargés d'or provenant des mines caribéennes. Ces hommes, dépourvus d'uniforme et agissant sans autorisation légale, attaquèrent rapidement et disparaissaient dans les eaux sans laisser de traces. Ils ne répondaient à aucune autorité que leur propre ambition. L'Espagne désigna ces agresseurs sous le nom de Luthériens, non seulement en raison de leur origine française, mais aussi parce qu'ils représentaient un défi hérétique à l'ordre catholique et monarchique que l'on cherchait à imposer dans le Nouveau Monde. Les pirates français, en particulier ceux venus de Normandie et de Bretagne, furent les premiers ennemis maritimes systématiques du monopole espagnol. Ils profitaient de leur connaissance des alizés et se plaçaient stratégiquement aux accès naturels des Caraïbes, attendant le passage des navires revenant vers Séville. Les chroniques coloniales relatent comment de petites embarcations, appelées pinasses et flibeaux, se jetaient sur les navires espagnols les plus retardataires de la flotte, les obligeant à se rendre sous menace de mort,
Contrairement aux corsaires légitimes, ces pirates ne possédaient aucun brevet et étaient donc considérés comme ennemis de toute nation. Cependant, leurs attaques coïncidaient avec les intérêts politiques de la France, qui non seulement toléra leur existence, mais dans certains cas les approvisionnait en armes et en vivres. L'une des premières attaques documentées eut lieu devant l'île de San Juan en 1528, lorsqu'un groupe de pirates français captura un navire chargé d'or destiné à la couronne. Le butin fut transporté vers des ports clandestins sur la côte atlantique de la France, où il fut vendu illégalement sur les marchés locaux. Cet événement alarma la Casa de Contratation à Séville, qui avertit le roi Charles Ier de la menace croissante dans l'Atlantique. La réponse fut immédiate. L'Espagne ordonna la construction de navires de guerre plus rapides, la fortification de la Havane et la mise en place du système de convoi. Mais ces mesures ne réussirent pas à dissuader les pirates, qui n'avaient pas besoin d'affronter des flottes entières pour obtenir des gains, mais plutôt d'attaquer des cibles isolées, se déplaçant toujours dans l'ombre. L'essor de la piraterie a été favorisé par l'affaiblissement temporaire de la présence espagnole dans les Caraïbes. Beaucoup de ces navires ont été affectés au soutien des campagnes continentales de Charles Quint contre la France et le Saint-Empire romain germanique. Cela a laissé les routes commerciales des Antilles sans protection, qui sont devenues la cible privilégiée des pirates. La capture de navires n'était pas leur seul objectif. Certains pirates ont commencé à débarquer dans les ports et les villes côtières, pillant les entrepôts et prenant des prisonniers. Les villages indigènes et les établissements espagnols ont été attaqués à Hispaniola et à Cuba, générant un sentiment d'insécurité constant parmi les colons. L'un des épisodes les plus significatifs a eu lieu en 1537 lorsque le pirate français François Leclerc, surnommé Pied de Bois à cause d'une prothèse en bois, a dirigé une expédition qui a pillé la ville de Santiago de Cuba. Ces hommes ont incendié des bâtiments gouvernementaux, volé l'or stocké dans le trésor et exigé une rançon pour éviter la destruction totale de la ville. Cette attaque a marqué un avant et un après dans l'histoire des Caraïbes, car elle a montré que même les établissements fortifiés pouvaient tomber devant une flotte pirate bien organisée. L'Espagne a répondu en envoyant plus de troupes et en créant des milices locales, mais les dégâts étaient déjà faits. Le mythe de l'invulnérabilité espagnole avait été brisé. Les attaques contre l'Empire espagnol ont continué à augmenter durant les décennies 1540 et 1550. Les petites îles des Caraïbes, comme la Guadeloupe et la Martinique, ont commencé à être utilisées par les pirates comme points de ravitaillement. Bien qu'elles appartiennent officiellement au domaine espagnol selon les traités internationaux, dans la pratique, elles étaient des territoires sans présence militaire permanente, ce qui permettait aux pirates de les utiliser comme refuge temporaire. Depuis là, ils réparaient leurs navires, stockaient leurs butins et planifiaient de nouvelles incursions. La forêt tropicale offrait des cachettes naturelles presque impénétrables, tandis que les récifs et cailles protégeaient les pirates des grands galions espagnols, qui avaient trop de tirants d'eau pour naviguer en eau peu profonde. Le phénomène pirate a pris une nouvelle dimension lorsque certains marins anglais ont commencé à imiter les Français. L'Angleterre, engagée dans son propre processus de rupture avec l'Église catholique et en rivalité avec l'Espagne, a tacitement permis à ses navigateurs d'attaquer des navires espagnols, bien qu'il n'y ait pas encore de guerre déclarée. Les pirates anglais ont commencé à opérer dans les Bahamas et dans le canal du Yucatan, détruisant des pêcheries, volant des esclaves indigènes et s'emparant de cargaisons d'or. Ces premières attaques n'avaient pas encore le soutien explicite de la couronne anglaise, mais elles ont jeté les bases de la transformation ultérieure de la piraterie en une arme politique. À mesure que les attaques s'intensifiaient, la mer des Caraïbes est devenue une zone de guerre non officielle. Les autorités espagnoles ont commencé à émettre des rapports secrets décrivant les Caraïbes comme une mer agitée, infestée d'ennemis sans nom. Les départs des galions vers l'Espagne devaient être constamment retardés en raison de la nécessité d'escortes supplémentaires. Les colons ont commencé à construire des tours de surveillance côtière, tandis que les gouverneurs espagnols demandaient plus de canons, plus de soldats et plus de navires. L'Empire espagnol comprenait que le problème ne se limitait pas à de simples bandits de mer. Un conflit mondial pour le contrôle des routes commerciales se préparait, dans lequel les pirates n'étaient que l'avant-garde d'une offensive impériale plus profonde. En 1559, les autorités espagnoles ont rapporté que les attaques de pirates
avait atteint même les côtes de la péninsule ibérique avec des incursions devant Cadix et la Galice. Les pirates n'étaient plus un phénomène exclusivement américain, mais faisaient partie d'un système de guerre économique promu dans l'ombre par des puissances rivales. Les premiers pirates des Caraïbes étaient nés non pas comme des figures légendaires ni comme des rebelles romantiques, mais comme des agents du chaos géopolitique, prêts à piller les trésors du plus puissant empire du monde avant qu'ils n'atteignent un port sûr. L'émergence des corsaires avec patente royale. La transition du XVIe siècle au XVIIe siècle a marqué un tournant décisif dans l'histoire des Caraïbes. La piraterie a cessé d'être un phénomène clandestin pour se transformer en un outil stratégique des couronnes européennes. Les hostilités entre l'Espagne, l'Angleterre et la France avaient augmenté au point qu'attaquer le commerce maritime était considéré comme une façon légitime d'affaiblir l'ennemi sans avoir besoin de déclarer une guerre formelle. Dans ce contexte sont apparus les corsaires, des marins opérant avec une patente ou lettre de course délivrée par leurs monarques respectifs, qui leur permettait de capturer et de piller des navires ennemis au nom de la couronne. Cette nouvelle figure différait du pirate ordinaire non pas dans ses méthodes, mais dans son statut légal. Ses actions étaient protégées par un document officiel qui transformait le vol en acte patriotique et le butin en revenu fiscal. L'Angleterre fut le premier royaume à comprendre le potentiel de cette tactique. Sous le règne d'Élisabeth Ier, la rivalité avec l'Espagne atteignit des niveaux critiques. La réforme protestante avait fracturé l'équilibre religieux en Europe, et la richesse américaine arrivant à Séville finançait les armées de Philippe II. Face à cette menace, la monarchie anglaise décida de répondre non pas avec une armée terrestre, mais par une guerre de course. La reine commença à émettre des patentes secrètes à des capitaines expérimentés, les autorisant à capturer des navires espagnols. Ces documents stipulaient qu'une partie du butin serait remise à la couronne, tandis que le reste serait partagé entre le capitaine et son équipage. Ainsi apparurent des figures telles que John Hawkins et Francis Drake, qui devinrent les premiers corsaires anglais renommés. Francis Drake effectua sa première incursion dans les Caraïbes en 1572 dans le but d'attaquer les ports espagnols d'où partaient les trésors. Il débarqua à Nombre de Dios, sur la côte de l'isthme de Panama, et bien qu'il ne réussit pas à capturer l'or directement, il découvrit l'existence des mules de charge transportant de l'argent de l'intérieur du continent vers les Caraïbes. Drake organisa des embuscades sur les chemins interceptant les caravanes terrestres, une méthode qu'aucun pirate précédent n'avait utilisée. Ces opérations démontrèrent que le contrôle des Caraïbes ne dépendait pas seulement de la mer, mais aussi des routes terrestres alimentant les ports. En 1573, il réussit à voler une partie du trésor sur le Camino Real de Cruces, se retirant ensuite en Angleterre, où il fut accueilli en héros national. La France, pour sa part, avait été pionnière dans l'utilisation de corsaires dans l'Atlantique Nord, en particulier dans la région de Terre-Neuve et le canal de la Manche. Au milieu du XVIe siècle, elle commença à les employer dans les Caraïbes, accordant des lettres de course à des marins opérant depuis les Petites Antilles. Jacques de Sorès fut l'un des premiers corsaires français à agir avec une patente royale. En 1555, il attaqua et pilla la Havane, s'emparant de ses trésors et brûlant la ville. Son attaque démontra la vulnérabilité des principales places espagnoles et obligea la couronne à construire des fortifications permanentes dans les ports les plus importants des Caraïbes, marquant le début d'une course aux armements qui durerait des décennies. Les lettres de course ne légitimaient pas seulement le pillage, elles créaient également une nouvelle économie basée sur le butin. Les ports d'Angleterre et de France se transformèrent en centres où l'on vendait les marchandises capturées dans les Caraïbes. Les villes portuaires commencèrent à s'enrichir grâce aux tributs payés par les corsaires qui, à leur tour, finançaient de nouvelles expéditions. Cette piraterie légalisée permit aux royaumes européens de défier le monopole commercial espagnol sans affronter directement sa puissante marine. Les corsaires devinrent ainsi des instruments d'une guerre clandestine financée par l'appropriation de richesses étrangères. L'émergence des corsaires coïncida avec le déclin progressif de la puissance navale espagnole. À la fin du XVIe siècle, l'Espagne était épuisée par les guerres en Flandre et la lutte contre l'Empire ottoman. La construction de l'Armada invincible pour envahir l'Angleterre en 1588 avait vidé les caisses de l'Empire. Après l'échec de l'invasion, de nombreux navires espagnols furent détruits ou dispersés. La perte de l'Armada invincible marqua un tournant dans le contrôle maritime de l'Atlantique.
Les corsaires anglais profitèrent de cette faiblesse pour intensifier leurs attaques, parvenant à capturer des galions et à obtenir de grandes quantités d'or et d'argent sans rencontrer de résistance significative. Dans les Caraïbes, la course donna lieu à une nouvelle organisation sociale en mer. Les équipages élisaient leurs capitaines par vote et établissaient des répartitions équitables du butin. Bien qu'ils luttassent au nom des rois et des reines, leur vie quotidienne était régie par des règles internes basées sur l'égalité relative entre les membres de l'équipage. Cette structure démocratique fut l'une des caractéristiques les plus distinctives du phénomène corsaire et posa les bases pour l'organisation des futurs boucaniers. Les corsaires opéraient depuis des refuges sur des îles comme la Barbade, la Martinique et la Tortue, où ils pouvaient réparer leurs navires et recruter de nouveaux hommes. Ces enclaves se transformèrent en communautés semi-indépendantes qui défiaient l'autorité des puissances européennes. La légalité de la course n'empêchait pas que les corsaires soient considérés comme des pirates par leurs ennemis. Pour l'Espagne, il n'y avait aucune différence entre un pirate et un corsaire. Les deux étaient des pillards qui attaquaient leurs navires et leurs villes. Le gouvernement espagnol émit des ordres de capture contre des figures comme Francis Drake et Jacques de Sort, déclarant que, s'ils étaient arrêtés, ils devaient être exécutés comme criminels. Cependant, les couronnes européennes continuaient à les soutenir, leur accordant refuge et protection légale dans leurs ports. La piraterie se transforma ainsi en un conflit géopolitique dans lequel chaque attaque faisait partie d'une stratégie plus vaste pour affaiblir l'hégémonie espagnole. L'expansion de la course attira des marins de toutes les classes sociales, nobles ruinés, paysans sans terre, artisans, esclaves fugitifs et aventuriers sans patrie, rejoignirent les équipages corsaires dans l'espoir d'obtenir des richesses qu'ils ne pourraient atteindre par d'autres moyens. Les expéditions devinrent de plus en plus audacieuses, attaquant non seulement des navires isolés, mais aussi des ports fortifiés. En 1586, Francis Drake mena une attaque contre Saint-Domingue et Carthagène des Indes, capturant temporairement les deux villes et exigeant des rançons en or et en argent pour éviter leur destruction. Ces coups démontrèrent que même les centres les plus importants du pouvoir colonial espagnol n'étaient pas à l'abri. L'émergence de la course ne fut pas un phénomène marginal, mais le résultat direct d'un nouvel ordre mondial dans lequel l'océan était devenu le principal champ de bataille économique. Les puissances européennes comprirent que dominer la mer signifiait dominer le commerce, et que dominer le commerce signifiait contrôler l'avenir politique du monde. Dans cette optique, les corsaires devinrent des outils stratégiques, financés par des monarques et protégés par des lois nationales qui transformèrent les Caraïbes en le théâtre le plus disputé de la planète au XVIIe siècle. Le déclin espagnol et le vide de pouvoir dans les Caraïbes. Au début du XVIIe siècle, l'Empire espagnol faisait face à un épuisement structurel qui affaiblissait sa présence dans les Caraïbes. Les guerres constantes en Europe contre l'Angleterre, la France et les Pays-Bas ont épuisé les ressources financières de la couronne, qui a été obligée de déclarer plusieurs faillites au cours du siècle. Les vastes richesses provenant d'Amérique ne suffisaient plus à soutenir la machine militaire de l'Empire, et une grande partie de l'or et de l'argent envoyés depuis le Nouveau Monde était utilisée immédiatement pour payer les dettes envers des banquiers étrangers. Les défenses maritimes commencèrent à se détériorer, les navires vieillissaient sans être remplacés et les garnisons coloniales manquaient de soldats suffisants. Cet affaiblissement militaire se refléta directement dans les Caraïbes, où les routes commerciales espagnoles devinrent vulnérables aux attaques étrangères. Pendant que l'Espagne perdait du pouvoir, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas consolidaient leurs forces navales et leur ambition coloniale. L'Angleterre avait surmonté la menace de l'Armada invincible en 1588 et émergeait comme la nouvelle puissance maritime de l'Atlantique. La France, après les conflits religieux internes, unifia son royaume sous Henri IV et établit une politique expansionniste basée sur le commerce transocéanique. Les Pays-Bas, récemment indépendants de l'Espagne, devinrent un centre financier et naval de premier ordre, avec une flotte marchande qui surpassait en nombre celle de l'Espagne. Ces puissances observèrent que les Caraïbes étaient le point faible de l'empire hispanique, un lieu stratégique où se concentraient les richesses sans protection adéquate. La perte de contrôle territorial fut progressive. À la fin du XVIe siècle, les Espagnols dominaient la majorité des îles des Caraïbes, mais beaucoup restaient inhabités ou avec une présence minimale.
La couronne avait priorisé la conquête du continent, notamment du Mexique et du Pérou, négligeant les petites îles antillaises. Cela permit aux colons anglais, français et hollandais de s'établir sur des îles comme la Barbade, Saint-Christophe, la Guadeloupe et la Martinique, fondant des plantations et des ports fortifiés. Les Espagnols ne disposaient pas des moyens pour expulser ces occupants étrangers, ce qui signifia une perte progressive du contrôle des Caraïbes. L'économie de l'Empire entra également en crise. L'argent américain provoqua une inflation incontrôlée en Europe, réduisant la valeur du métal et augmentant les prix des biens. Pendant ce temps, la contrebande se répandit dans tout le Caraïbe. Les colons espagnols commencèrent à commercer clandestinement avec les Anglais et les Français, obtenant des produits manufacturés à moindre prix que ceux envoyés depuis Séville. Ce commerce illégal affaiblit encore davantage l'autorité espagnole, car il réduisit les revenus de la trésorerie royale et permit aux puissances rivales d'établir des réseaux économiques au sein des territoires espagnols. Les Caraïbes sont devenus un terrain de pouvoir disputé par de multiples acteurs. À mesure que la présence espagnole diminuait, les corsaires ont commencé à occuper l'espace maritime avec plus de liberté. Les îles inhabitées offraient des refuges naturels où l'on réparait les navires, stockait le butin et organisait de nouvelles expéditions. Des îles comme la Tortue, située au nord de Saint-Domingue, se sont transformées en bases pirates sous le contrôle de marins français qui opéraient sans ordre direct du roi, mais avec l'approbation tacite des autorités coloniales françaises. Les Anglais firent de même aux Bahamas, tandis que les Néerlandais utilisaient Curaçao et Aruba comme centre de contrebande. La détérioration de la flotte espagnole fut un facteur déterminant. Au cours de la première moitié du XVIIe siècle, l'Espagne perdit de nombreux navires à cause des tempêtes, des attaques ennemies et des naufrages. Le manque de ressources empêcha leur remplacement. Les flottes des Indes continuaient de prendre le large vers les Caraïbes pour collecter les richesses du continent, mais elles disposaient de moins en moins d'escortes. Les pirates, conscients de cette faiblesse, commencèrent à intercepter les navires à des points stratégiques comme le canal des Bahamas et le passage des vents. La prévisibilité des routes et la diminution de la protection navale firent des Caraïbes un scénario idéal pour le pillage systématique. Le déclin politique de l'Empire devint évident après la mort de Philippe II en 1598. Ses successeurs manquaient de la même vision stratégique et ne furent pas capables de maintenir le contrôle sur les vastes domaines coloniaux. La guerre de 30 ans, commencée en 1618, consomma les ressources restantes de la monarchie, qui fut obligée de retirer des troupes des Caraïbes pour les envoyer sur les fronts européens. Cette redistribution laissa les ports caribéens avec des garnisons minimales, permettant aux ennemis d'occuper des enclaves clés sans résistance significative. La création de compagnies commerciales privées par l'Angleterre et les Pays-Bas formalisa l'expansion coloniale et transforma le pillage des richesses espagnoles en entreprise d'État. L'affaiblissement espagnol ne se refléta pas seulement en mer, mais aussi sur terre ferme. Les villes coloniales commencèrent à souffrir de pénuries alimentaires, d'armes et de munitions. L'envoi de renforts depuis la péninsule devint sporadique et de nombreuses défenses côtières furent abandonnées. En 1628, le corsaire néerlandais Piet Hein captura la flotte d'argent espagnole dans la baie de Matanzas, à Cuba, s'emparant de tout le trésor en route pour Séville. Ce coup dévastateur montra au monde que l'Empire ne pouvait plus garantir la sécurité de ses routes maritimes. L'or des Caraïbes, au lieu d'enrichir l'Espagne, commença à financer ses ennemis. La réaction espagnole a été limitée. Bien qu'elle ait tenté de renforcer les fortifications de ports clés tels que Carthagène des Indes, San Juan de Porto Rico et la Havane, elle manquait des moyens pour protéger toutes les îles. Beaucoup ont été abandonnés ou n'avaient qu'une présence symbolique. Les Caraïbes ont cessé d'être une mer exclusivement espagnole pour devenir un territoire partagé entre plusieurs puissances. La faiblesse de l'Empire a ouvert un vide de pouvoir qui a été rapidement comblé par des pirates, des corsaires et des colons étrangers qui ont établi de nouvelles formes de gouvernement basées sur la loi de la mer et le partage du butin. Le déclin espagnol n'a pas signifié un retrait immédiat, mais une transition graduelle vers un nouvel ordre dans lequel l'Angleterre, la France et les Pays-Bas disputeraient le contrôle du commerce atlantique.
Les Caraïbes se sont transformés en le théâtre central de cette rivalité impériale, un espace où l'or, l'argent et le sucre circulaient aux côtés des canons et des drapeaux étrangers, tandis que les pirates émergeaient comme les bénéficiaires directs de l'effondrement du monopole maritime espagnol. La naissance des boucaniers et des flibustiers. À la moitié du XVIIe siècle, une nouvelle classe d'hommes libres est apparue dans les Caraïbes, indépendante de tout empire, vivant en marge de la loi sur des îles oubliées par les puissances européennes. Ils étaient les boucaniers, dont l'origine remonte aux chasseurs français installés dans la partie occidentale de Saint-Domingue et sur l'île de la Tortue. Le terme « boucanier » provient du français « boucan », qui faisait référence à une technique indigène de fumage de la viande sur des grilles en bois. Ces hommes, pour la plupart fugitifs, soldats déserteurs et aventuriers sans terre, chassaient le bétail sauvage et vendèrent de la viande séchée aux navires traversant les Caraïbes. Bien qu'au début, leur activité fût commerciale, leur isolement et leur affrontement constant avec les autorités espagnoles les poussèrent vers la piraterie. L'Espagne considérait leurs établissements comme illégaux et envoya à plusieurs reprises des troupes pour les expulser. Chaque tentative d'expulsion renforçait la résistance des boucaniers et consolidait leur identité d'ennemis de l'Empire. Les boucaniers établirent leur base principale sur l'île de la Tortue, située au nord-ouest de Saint-Domingue. L'île offrait une défense naturelle avec des falaises escarpées et des baies profondes où les navires pouvaient se cacher. Là, ils formèrent des communautés autogérées sans noblesse ni hiérarchie sociale. Les décisions étaient prises collectivement et la richesse était répartie équitablement après chaque expédition. Ce modèle social, sans précédent dans le monde colonial, attira des marins anglais et néerlandais qui avaient également été expulsés par les Espagnols. La Tortue devint le premier centre pirate des Caraïbes, un lieu où des hommes de différentes nationalités coexistaient sous un même code, attaquaient le pouvoir espagnol et partageaient le butin sans intervention d'aucun roi. Avec le temps, les boucaniers abandonnèrent la chasse terrestre et se tournèrent vers la mer. Ils transformèrent de petites embarcations en navires rapides capables de naviguer dans des eaux peu profondes et d'échapper aux galions espagnols. Ces embarcations, appelées balandras et pinasses, pouvaient se déplacer avec grande agilité entre les cailles et récifs des Caraïbes. Les boucaniers commencèrent à intercepter des navires marchands, capturant des cargaisons de sucre, tabac, cuir et, occasionnellement, d'argent et d'or. Faute de port officiel pour vendre leur butin, ils concluaient des accords secrets avec des commerçants français et anglais venant sur les côtes de la Tortue pour échanger armes et poudre contre des marchandises volées. Ce réseau commercial semi-clandestin permit aux boucaniers de prospérer et de financer des expéditions toujours plus audacieuses. La figure du flibustier est apparue comme une évolution du boucanier marin. Contrairement aux boucaniers qui pouvaient combiner la chasse avec la piraterie, le flibustier était exclusivement un pirate naval. Son nom vient du néerlandais vrijbuiter, qui signifie « voleur libre », terme adopté par les Français sous la forme flibustier. Les flibustiers opéraient sur des navires spécialisés pour le combat, armés de canons légers et manœuvrés par des marins expérimentés. Leur objectif principal était de capturer des galions espagnols en haute mer. Ces attaques nécessitaient discipline, organisation et tactiques sophistiquées, comme approcher avec le vent en faveur, attaquer par la poupe pour éviter les canons frontaux et aborder à l'aide de crochets et de filets. Contrairement aux pirates ordinaires, le flibustier n'agissait pas par impulsion, mais planifiait soigneusement ses attaques. Les routes du trésor espagnol sont devenues le principal théâtre de leurs incursions. Des embouchures de l'Orénoque au canal du Yucatan, les flibustiers établissaient des points d'observation pour détecter le passage des galions. Ils utilisaient des vigies postées au sommet des collines ou des arbres, qui allumaient des signaux de feu lorsqu'ils apercevaient des voiles espagnoles. De cette manière, les navires flibustiers pouvaient intercepter leurs cibles avant qu'elles n'atteignent les ports fortifiés. Dans certains cas, les flibustiers n'attaquaient pas directement en mer, mais débarquaient sur la côte et prenaient les villes depuis la terre ferme. L'une des premières attaques de ce type fut le sac de la ville de Campeche, dans la péninsule du Yucatan, réalisé par des flibustiers français en 1633. La croissance des activités boucanières attira l'attention de l'Angleterre et de la France, qui y virent un instrument utile pour affaiblir l'Espagne.
Les deux royaumes commencèrent à délivrer des lettres de course à ces marins indépendants, les transformant en corsaires sous protection royale. Cependant, les boucaniers conservaient leur mode de vie autonome, acceptant la patente seulement lorsque cela leur convenait. Cette ambiguïté leur permettait de naviguer entre légalité et illégalité, agissant parfois comme corsaires officiels et d'autres fois comme pirates sans drapeau. Les autorités coloniales espagnoles faisaient face à un ennemi difficile à combattre, car un jour il opérait avec autorisation royale et le lendemain disparaissait dans les forêts de Tortuga ou les marais de Saint-Domingue. Les républiques pirates devinrent un phénomène unique dans l'histoire coloniale. C'étaient des communautés sans noblesse ni propriété privée, où chaque membre de l'équipage avait droit au vote et au butin. L'égalité relative existant à bord contrastait avec la société européenne rigide. Les capitaines étaient élus démocratiquement et pouvaient être destitués s'ils perdaient la confiance de l'équipage. Ces règles favorisaient la loyauté entre les pirates et augmentaient l'efficacité de leurs actions. La vie en mer était régie par des codes stricts qui interdisaient le vol entre compagnons, établissaient des compensations économiques pour les blessures et punissaient sévèrement la lâcheté au combat. L'essor de Port-Royal et Nassau, paradis sans loi. Au milieu du XVIIe siècle, les Caraïbes entraient dans une nouvelle ère dominée par deux noms qui devinrent synonymes d'abondance, de péché et de pouvoir, Port-Royal et Nassau. Alors que l'Espagne tentait de maintenir sa domination vacillante, l'Angleterre et la France consolidèrent leur présence dans les Antilles, encourageant les corsaires et boucaniers qui, après des décennies d'attaques, avaient besoin d'un lieu pour commercer, réparer leurs navires et dépenser leur fortune. Ces lieux apparurent sur des îles qui avaient auparavant été secondaires, mais qui se transformèrent désormais en véritables cœurs de la piraterie. Port-Royal, en Jamaïque, et Nassau, aux Bahamas, devinrent des républiques sans loi où la morale et l'autorité se diluaient entre le rhum, l'or et le fracas des canons. Lorsque l'Angleterre s'empara de la Jamaïque à l'Espagne en 1655, la mer des Caraïbes changea de maître. La conquête, dirigée par l'amiral William Penn et le général Robert Venables, faisait partie du fameux Western Design, le plan ambitieux d'Oliver Cromwell pour saper le pouvoir espagnol dans le Nouveau Monde. En découvrant que la Jamaïque offrait des baies profondes, du bois abondant et une position stratégique entre les routes du trésor, les Anglais en firent leur principale base d'opération. À l'extrémité sud de l'île, sur une langue de sable qui séparait le lagon de la mer ouverte, fut érigé un port appelé Port-Royal. Ce qui commença comme un établissement militaire se transforma, en quelques années, en la ville la plus riche de l'hémisphère occidental. Port-Royal grandit au rythme de la contrebande et de la piraterie. Les gouverneurs anglais comprirent rapidement que la meilleure défense contre l'Espagne était de permettre aux corsaires d'attaquer leur flotte. En échange d'une taxe sur le butin, les pirates recevaient refuge, réparation et marché pour vendre leur butin. La ville se remplit de tavernes, d'entrepôts et de bordels, et sa population, qui comptait à peine quelques centaines d'habitants dans les années 1660, dépassa les 6000 à peine 20 ans plus tard. Le rapport homme-femme était de 10 pour 1, et le bruit des marteaux dans les chantiers navals se mêlait aux cris des joueurs de dés et aux appels des vendeurs de rhum. Chaque jour, des navires accostaient en provenance de Tortues, de la Barbade, de la Martinique ou des Bahamas, apportant des marchandises volées et des marins en quête d'aventure. Les tavernes étaient le centre de la vie portuaire. Là, on concluait des alliances, on partageait le butin et on recrutait des équipages. Les noms de Henry Morgan, Christopher Mings et Edward Mansvelt commencèrent à résonner parmi la fumée et les verres. Morgan, d'origine galloise, arriva à Port-Royal comme corsaire avec une patente anglaise et gravit rapidement les échelons pour devenir sa figure la plus influente. Sous son commandement, les corsaires de la Jamaïque entreprirent des campagnes spectaculaires contre les ports espagnols d'Amérique centrale. Portobello, Maracaibo et Panama furent pillés entre 1668 et 1671. Chaque expédition enrichissait la ville, qui se transforma en un empire où l'or espagnol était échangé contre des biens européens. Les commerçants londoniens commencèrent à financer indirectement les incursions, conscients que Port-Royal offrait des bénéfices plus rapides que toute colonie agricole. La richesse transforma le paysage. Dans les années 1670, Port-Royal comptait des rues pavées, des entrepôts en briques, des églises anglicanes et des maisons de 2 étages donnant sur la mer.
Le port pouvait accueillir plus de 200 navires et son marché aux esclaves devint l'un des plus actifs des Caraïbes. Cependant, la prospérité avait un prix. La ville était connue pour sa corruption et son dévergondage. Les chroniqueurs anglais la décrivaient comme la Sodome du Nouveau Monde. Les gouverneurs toléraient le vice car il alimentait l'économie. Les taxes sur le rhum et les bordels finançaient les fortifications et l'administration coloniale. Chaque taverne avait son propre notaire improvisé qui enregistrait les contrats d'équipage et le partage du butin, transformant l'anarchie en système. Le pouvoir de Port-Royal reposait sur un réseau commercial complexe. Les pirates apportaient à la ville des cargaisons d'or, d'argent, de cacao, de sucre et de tissus, tandis que les marchands européens leur vendèrent de la poudre, des armes, des voiles, des cordes et des provisions. Tout ce que l'Espagne tentait de monopoliser passait par Port-Royal. Les maisons de change acceptaient les monnaies de toutes les nations et les lingots étaient fondus dans des ateliers locaux pour effacer leur origine. Les transactions étaient si constantes que la valeur de la livre sterling se maintenait artificiellement élevée par rapport au reste des colonies anglaises. La ville était devenue une bourse de pirates, un marché noir international protégé par la couronne elle-même. Avec le traité de Madrid de 1670, l'Espagne et l'Angleterre signèrent la paix et reconnurent mutuellement leurs domaines dans les Caraïbes. Mais à Port-Royal, personne n'obéit aux ordres de cesser les attaques. Les corsaires changèrent simplement leurs objectifs. Certains commencèrent à piller des navires français et hollandais, tandis que d'autres continuèrent à attaquer les Espagnols, invoquant des représailles pour de vieilles offenses. Le gouverneur Thomas Modiford faisait semblant d'ignorer ces expéditions, bien qu'il y investisse lui-même. En pratique, Port-Royal fonctionnait comme une cité-État autonome, avec ses propres lois et une économie basée sur le pillage. Les autorités anglaises à Londres bénéficiaient indirectement de ces richesses et aucun de leurs fonctionnaires ne souhaitait intervenir dans un système si rentable. La vie quotidienne à Port-Royal oscillait entre l'abondance et la violence. Les marins débarquaient avec les poches pleines d'or et les vidaient en une seule nuit. Les bagarres dans les tavernes étaient constantes et les duels à l'épée se résolvaient en pleine rue. Les juges locaux, soudoyés ou intimidés, rendaient rarement des verdicts. Les boucaniers retraités ouvraient des commerces ou achetaient des maisons, se mêlant aux commerçants et aux officiers. On parlait au moins 5 langues et les églises rivalisaient avec les bordels en nombre et en fréquentation. Port-Royal était le miroir du monde pirate, chaotique, cosmopolite et extraordinairement riche. Pendant ce temps, au nord des Caraïbes, un autre port commençait à suivre un chemin similaire. Nassau, sur l'île de Nouvelle-Providence, appartenant à l'archipel des Bahamas, était un enclave modeste fondé par les Anglais en 1656. Sa baie protégée et sa proximité avec les routes du détroit de Floride en faisaient un point stratégique pour surveiller les flottes espagnoles quittant la Havane. Pendant des décennies, Nassau n'était guère plus qu'un port de pêche. Mais à la fin du XVIIe siècle, il commença à attirer des pirates et des déserteurs fuyant la concurrence de Port-Royal. Lorsque la Jamaïque commença à imposer des contrôles plus sévères sur la piraterie, Nassau se transforma en sa successeur naturelle. Le port de Nassau offrait ce que Port-Royal ne pouvait plus garantir, la liberté totale. Il n'y avait ni gouverneur puissant, ni garnison permanente. Les pirates débarquaient et réparaient leurs navires sans payer d'impôts, échangeant des marchandises directement avec les commerçants locaux. Le petit village se peupla de cabanes, tavernes et entrepôts improvisés. Les corsaires l'appelaient le refuge des frères de la mer. Contrairement à Port-Royal, où l'or circulait en pièces, à Nassau, l'économie reposait sur le troc. Rhum contre munitions, tissu contre sucre, armes contre esclaves. Cette informalité attira des équipages mixtes venus de toute l'Europe et d'Afrique, créant une communauté pirate multiraciale et multilingue qui ne reconnaissait aucun drapeau. Les rapports envoyés de la Havane et de Carthagène avertissaient que Nassau devenait un foyer de corruption et de danger. Les pirates utilisaient l'île comme base pour attaquer tant les navires espagnols que français et anglais, sans distinction. Les butins étaient vendus à des marchands de Boston, Charleston et Providence qui les revendaient ensuite en Europe. La route de la contrebande s'était institutionnalisée. En à peine 2 décennies, les Bahamas passèrent d'un ensemble d'îles oubliées à un centre névralgique du commerce illégal atlantique. Les pirates ne dominèrent pas seulement la mer, ils contrôlèrent l'économie et l'information.
Chaque navire quittant Nassau transportait des nouvelles sur les flottes, les mouvements militaires et les richesses en route vers l'Espagne. L'essor simultané de Port-Royal et Nassau représentait le point culminant de l'influence pirate dans les Caraïbes. Aucune autre région du monde n'avait concentré autant de richesses issues du pillage en si peu de temps. Depuis les deux villes, on coordonnait les attaques, on partageait les butins et on définissait les alliances entre capitaines. Les équipages se mêlaient et les codes pirates furent unifiés, établissant des règles sur la discipline, les compensations et le partage des gains qui influenceraient toutes les bandes de l'Atlantique. Dans les tavernes, on discutait des routes, des navires ennemis et de la convenance ou non d'accepter les nouvelles lettres de course offertes par les gouverneurs. La mer des Caraïbes avait, pour la première fois, un double cœur pirate battant entre la Jamaïque et les Bahamas. Dans les dernières années du XVIIe siècle, Port-Royal était connu comme la ville la plus riche et la plus méchante du monde. Ses quais étaient remplis de navires et ses rues regorgèrent d'or. Nassau, de son côté, se préparait à accueillir une nouvelle génération de pirates qui transformerait bientôt ses plages en refuge et sa baie en territoire libre. Les Caraïbes avaient atteint le point culminant de leur anarchie maritime et les empires européens observaient, impuissants, leurs propres colonies se transformer en royaumes de liberté et de violence sous le pavillon noir du butin. Le code pirate et la vie en mer. Avec l'essor de Port-Royal et Nassau, la piraterie caribéenne atteignit une telle ampleur qu'elle ne pouvait plus se maintenir uniquement comme une activité individuelle ou spontanée. Les capitaines devaient maintenir l'ordre, éviter les mutineries et garantir que chaque homme reçoive une part équitable du butin. De ce besoin est né le Code pirate, également appelé Articles of Agreement, un ensemble de règles rédigées et signées par tout l'équipage avant de partir en voyage. Ce code ne provenait d'aucune loi européenne ni de décret royal. Il était créé par les pirates eux-mêmes et avait force obligatoire à bord. Celui qui le violait s'exposait à des punitions allant de la perte de sa part du butin à la mort. Le code variait d'un navire à l'autre, mais presque tous contenaient des dispositions sur le partage du butin. Le capitaine recevait entre une et deux parts complètes, le maître d'équipage une part et demie, et le reste des hommes une part égale. Les chirurgiens, artisans et pilotes pouvaient recevoir des fractions supplémentaires en raison de leur importance technique. L'objectif était d'éviter des inégalités extrêmes comme celles existant dans les marines régulières d'Angleterre ou d'Espagne, où les marins recevaient des salaires misérables tandis que les officiers s'enrichissaient. Parmi les pirates, le partage équitable favorisait la loyauté car chaque membre savait qu'il se battait pour une récompense tangible. Une autre clause fondamentale du code concernait l'élection du capitaine. Contrairement aux marines étatiques, où les officiers étaient désignés par la couronne ou par titre nobiliaire, sur un navire pirate, le capitaine était choisi par vote majoritaire. Son autorité en combat était absolue, mais en dehors de celui-ci, il devait se soumettre à la volonté de l'équipage. Si un capitaine montrait de la lâcheté, était accusé de favoritisme ou démontrait une incapacité stratégique, il pouvait être destitué à tout moment. La démocratie à bord était stricte et directe. Chaque pirate avait droit à la parole et au vote sur les affaires du navire. Cela faisait des navires pirates de véritables micro-républiques flottantes, régies par la loi du consensus. Le code régulait également le comportement personnel. Il était interdit de voler un compagnon, de déserter pendant un combat ou de cacher une partie du butin. Les querelles à bord devaient être résolues par un duel contrôlé, généralement sur la terre ferme, utilisant des pistolets déchargés sauf une balle. Si un pirate était blessé au combat, le code prévoyait des compensations économiques claires. Pour la perte d'une jambe, on attribuait 800 pesos d'argent, pour un bras 600, pour un œil ou un doigt entre 100 et 150. Ces compensations étaient payées avec le butin commun avant sa répartition entre les membres. Ainsi, la vie et le sacrifice du combattant avaient une valeur économique acceptée par tous. La discipline à bord était stricte. Bien que les pirates jouissent de libertés inexistantes dans les flottes royales, ils faisaient face à des punitions sévères s'ils enfreignaient les règles. Celui surpris en train de voler dans le butin commun pouvait être marooned, c'est-à-dire abandonné sur une île déserte avec un pistolet et une balle pour choisir entre mourir de faim ou se tirer dessus. D'autres punitions incluaient le fouet, la perte de ration ou la réduction de la part attribuée lors du partage. Ces mesures ne visèrent pas à humilier,
mais à préserver la survie du groupe dans un environnement hostile où la trahison pouvait signifier la fin de tous. La vie à bord était marquée par la routine et le danger. Les journées commençaient par le hissage du drapeau noir ou rouge selon la mission. Chaque homme avait un poste assigné, vigie sur le mât principal, artilleur sur le pont des canons, charpentier dans la cale, cuisinier à la poupe. Les gardes étaient organisés par quart de 4 heures, et la punition pour s'être endormi était de perdre sa part du butin lors de la prochaine attaque. La nourriture consistait en viande salée, biscuits durs infestés de charançon, eau rationnée et rhum mélangé avec du citron pour prévenir le scorbut. Les maladies étaient courantes, surtout les infections dentaires, les fièvres tropicales et les blessures mal soignées. Le chirurgien, s'il y en avait un, était l'un des hommes les plus respectés, car de son habileté dépendait la vie de l'équipage. Les loisirs avaient aussi des règles. Les jeux de hasard étaient autorisés tant qu'on n'utilisait pas l'or du butin. Les pirates pouvaient miser des vêtements, du tabac ou du rhum. La musique était fréquente, avec tambour, violon et cornemuse accompagnant les chants marins. Les morts étaient jetés à la mer enveloppés dans une voile, parfois avec un dernier trait de rhum versé en leur nom. Malgré leur réputation féroce, les pirates maintenaient des rituels collectifs renforçant le sens de fraternité. Beaucoup de navires incluaient dans leur code un serment de loyauté mutuelle, s'engageant à secourir un compagnon capturé et à venger sa mort. Le code pirate régulait également la relation avec les prisonniers. Si un navire ennemi se rendait sans combattre, l'équipage était généralement pardonné et débarqué. Mais s'il résistait, les pirates pouvaient exécuter les officiers ou les jeter par-dessus bord. Le code stipulait que la cruauté gratuite était inutile car elle engendrait la résistance chez de futures cibles. L'objectif principal était de capturer le butin, pas de terroriser pour le plaisir. Cependant, certains capitaines faisaient de la terreur une stratégie psychologique, comme Barbe Noire, qui plaçait des mèches enflammées sous son chapeau pour créer une image démoniaque et obtenir des redditions sans tirer un seul coup. Pour beaucoup d'hommes, la vie pirate était préférable à la servitude sur les navires d'État. Dans la marine britannique, les marins pouvaient être enrôlés de force par la presse navale, obligés de servir sans rémunération garantie et soumis à des châtiments corporels. En revanche, un navire pirate offrait l'égalité, la participation aux décisions et la possibilité d'obtenir une fortune en une seule expédition. Cet attrait a fait que de nombreux marins désertaient pour rejoindre la piraterie, ce qui a amené les couronnes européennes à considérer le phénomène comme une menace directe à leur autorité navale. L'adoption du code pirate a permis à des équipages composés d'hommes de différentes nationalités, langues et religions de fonctionner comme des unités militaires hautement coordonnées. La loi de la mer qu'ils avaient créée établissait un ordre interne qui leur permettait de défier des empires entiers. Le code ne régulait pas seulement le comportement, il constituait la base d'une société alternative flottante, où la loyauté se mesurait au combat. Le courage se récompensait par de l'or et l'autorité se gagnait non par le sang noble, mais par la force de la volonté et le respect collectif. L'âge d'or de la piraterie. La seconde moitié du XVIIe siècle a ouvert une période sans précédent dans l'histoire des Caraïbes, l'âge d'or de la piraterie. Ce fut une époque où la mer cessa d'appartenir aux empires et passa, pendant un bref moment, sous la domination d'hommes sans drapeau. Les noms de Henry Morgan, Barbe Noire, Charles Vane, Samuel Bellamy, Calico Jack, Anne Bonny et Mary Read sont devenus des symboles de pouvoir naval alternatif, étrangers aux hiérarchies européennes. Leurs navires, rapides et armés de canons légers, interceptaient des galions espagnols, hollandais et anglais à parts égales. Alors que les empires épuisaient leurs ressources dans des guerres continentales, les pirates profitaient du vide du pouvoir pour construire un réseau transnational qui contrôla les principales routes du commerce atlantique entre 1650 et 1730. Henry Morgan fut l'une des figures les plus redoutées du début de cette ère. Depuis sa base à Port-Royal, il mena des expéditions contre Panama, Maracaibo et Portobello, des villes clés de l'Empire espagnol sur le continent. Chaque attaque augmentait sa fortune et son prestige, attirant des centaines d'hommes à son service. Son sac de Panama en 1671, exécuté avec une flotte de boucaniers de multiples nationalités, démontra que les pirates pouvaient attaquer non seulement des navires, mais des villes entières. Le butin obtenu fut si important que le prix de l'or à Port-Royal s'effondra temporairement par excès d'offres.
Morgan fut arrêté et conduit à Londres pour être jugé, mais loin d'être condamné, il fut nommé chevalier puis gouverneur de la Jamaïque, un exemple de l'usage pragmatique que l'Angleterre faisait de la piraterie comme instrument géopolitique. Après Morgan, surgit une génération différente, moins liée aux royaumes européens et plus inclinée à vivre en dehors de toute loi. Parmi eux se distingua Edward Teach, connu sous le nom de Barbe Noire. Sa figure imposante, entourée de mèches enflammées, devint légendaire en 1717 lorsqu'il captura le navire français la Concorde et le transforma en son navire amiral, le rebaptisant Queen Anne's Revenge. Avec plus de 40 canons, c'était l'un des navires pirates les plus puissants jamais construits. Barbe Noire ne recherchait pas tant l'affrontement direct que la terreur psychologique. Il plaçait des mèches fumantes sous son chapeau pour créer l'image d'un démon surgissant de l'enfer. Sa présence suffisait pour que de nombreux équipages se rendent sans tirer un seul coup. Il opéra principalement aux Bahamas et sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord, imposant des blocus et prélevant des péages sur les navires marchands. Les grandes batailles et pillages historiques. L'âge d'or de la piraterie mentionnée a atteint son expression maximale à travers une série de batailles et de pillages qui ont ébranlé les fondations du pouvoir colonial dans les Caraïbes. Les villes côtières, autrefois sûres sous la bannière de l'Empire espagnol, sont devenues le théâtre d'attaques violentes dirigées par des capitaines cherchant non seulement le butin, mais aussi le contrôle stratégique des ports et des routes maritimes. Ces attaques n'étaient pas des actes de vandalisme improvisés. Elles impliquaient souvent des flottes entières, des alliances entre pirates de différentes nationalités et une logistique militaire rivalisant avec celle des propres armées impériales. La première grande offensive qui a marqué le début de cette époque fut l'assaut de Portobello en 1668, dirigé par Henry Morgan. Portobello, situé sur la côte panaméenne, était l'un des principaux centres de stockage de l'argent provenant du vice-royaume du Pérou. Pour prendre la ville, Morgan rassembla près de 500 boucaniers et navigua depuis Port-Royal en Jamaïque. Il utilisa des embarcations légères qui s'avancèrent furtivement dans la baie pendant la nuit. Les défenses espagnoles, confiantes dans la forteresse naturelle du port, furent rapidement surmontées. Morgan captura la ville et exigea une rançon de 100 000 pesos pour éviter sa destruction. Pendant plusieurs jours, les pirates pillèrent les églises, les entrepôts et les maisons des commerçants. Cette attaque démontra que même les places les plus fortifiées de l'Empire pouvaient tomber devant une force pirate organisée. 3 ans plus tard, Morgan dirigea son offensive la plus audacieuse, le pillage de la ville de Panama en 1671. Avec plus de 1200 hommes, il traversa l'isthme depuis la côte Caraïbe, affrontant les troupes espagnoles en chemin. La bataille se termina par la prise de la ville, qui fut incendiée pendant l'affrontement. Le butin comprenait de l'or, de l'argent, des perles et des marchandises exotiques provenant du Pacifique. L'ampleur de l'attaque choqua l'Europe. Panama était considéré comme le joyau de l'Empire en terre ferme et sa chute marqua l'apogée des boucaniers en tant que force militaire. L'incendie de la ville obligea les autorités espagnoles à transférer la capitale vers un nouvel emplacement, Panama, La Nueva, plus éloigné de la côte. Un autre des pillages les plus significatifs eut lieu à Maracaibo et Gibraltar, dans le lac de Maracaibo, en 1669. Morgan et ses hommes affrontèrent une flottille espagnole qui tentait de bloquer leur sortie du lac. En utilisant des bateaux incendiaires et des tactiques de tromperie, les pirates détruisirent les navires espagnols un par un. Les chroniques rapportent que les canons des boucaniers tirèrent de la mitraille faite de clous, de chaînes et de morceaux de métal, causant des ravages parmi les équipages ennemis. Morgan s'échappa avec un butin considérable, et son nom devint un symbole d'invincibilité dans les Caraïbes. L'Espagne n'a pas été la seule à subir ces attaques. En 1683, le pirate français Laurent de Graff mena le pillage de Veracruz, le principal port du vice-royaume de Nouvelle-Espagne. Avec une flottille de 5 navires, il trompa les défenses espagnoles en se faisant passer pour une flotte marchande. Une fois à l'intérieur du port, il lança une attaque soudaine et captura la ville en quelques heures. Les habitants furent pris en otage pendant que les pirates vidèrent les entrepôts royaux. Cette attaque, au cœur du golfe du Mexique, démontra que les pirates pouvaient agir avec une précision chirurgicale, même dans des territoires densément protégés. Un autre moment clé fut la bataille d'Ocracoke en 1718, où le légendaire Barbe Noire trouva sa fin.
Après avoir bloqué le port de Charleston et capturé plusieurs navires, Barbe Noire fut poursuivi par une flottille envoyée par le gouverneur de Virginie. La bataille finale se déroula corps à corps sur le pont du Queen Anne's Revenge. Barbe Noire reçut de multiples tirs et blessures d'épée avant de tomber. Sa mort marqua un tournant symbolique. Les gouvernements coloniaux commençaient à prendre des mesures directes pour éliminer la menace pirate. La ville de Nassau, aux Bahamas, fut également le théâtre de confrontations décisives. Au début du XVIIIe siècle, Nassau était devenue une république pirate où des hommes comme Charles Vane, Calico Jack et Benjamin Hornigold contrôlèrent la baie sans ingérence étatique. En 1718, le capitaine Woodes Rogers fut envoyé par l'Angleterre comme gouverneur royal avec pour mission de rétablir l'ordre. Rogers offrit le pardon aux pirates qui se rendraient volontairement, mais Vane refusa l'offre et mena une résistance armée. Nassau fut assiégée et, après plusieurs affrontements, les pirates commencèrent à fuir vers le nord de la Floride et l'océan Indien, marquant le début du déclin de ce refuge pirate. Parmi les affrontements entre pirates, le conflit entre Charles Vane et Samuel Bellamy se distingue. Tous deux concouraient pour le contrôle de Nassau et la capture des navires les plus lucratifs. Vane, plus agressif et réticent à accepter l'autorité, fut finalement déposé par son équipage qui choisit Bellamy comme nouveau capitaine. Cet épisode montre comment même dans le monde pirate existaient des luttes internes pour le pouvoir et comment la démocratie à bord pouvait changer le cours d'un navire entier. Les batailles ne se limitaient pas aux villes et aux flottes principales. Dans les Caraïbes, de petits ports comme Campeche, Trujillo et Sainte-Augustine furent pillés à plusieurs reprises. Les pirates employaient des tactiques de terreur pour provoquer des redditions rapides. Ils brandissaient le drapeau rouge, signe qu'il n'y aurait pas de pitié, ou le noir, signe qu'une opportunité de reddition serait offerte. Ces drapeaux, chargés de symbolisme, étaient des armes psychologiques qui provoquaient la panique parmi les équipages ennemis. Les pillages historiques n'ont pas seulement généré de la richesse, mais ont également modifié la géopolitique des Caraïbes. L'Espagne fut obligée de militariser ses routes maritimes, de construire des forteresses et de réorganiser ses flottes. La France et l'Angleterre commencèrent à reconsidérer leur soutien tacite aux pirates, conscientes qu'ils n'étaient plus des instruments de guerre, mais des menaces pour leur propre commerce. Les Caraïbes vivaient un moment de tension maximale où chaque port, chaque île et chaque détroit pouvaient devenir le théâtre d'une nouvelle invasion pirate à tout moment de l'année. Les puissances européennes contre les pirates. Au début du XVIIIe siècle, les puissances européennes passèrent de la tolérance envers la piraterie à la persécution active. Ce qui avait été pendant des décennies un instrument de guerre économique contre l'Espagne était désormais devenu un problème stratégique pour tous les empires. L'Angleterre, la France et les Pays-Bas avaient consolidé leurs colonies dans les Caraïbes, établissant des plantations de sucre, de tabac et d'indigo, dépendant d'un commerce maritime stable. Les mêmes pirates qui attaquaient autrefois les galions espagnols commencèrent à intercepter des navires anglais et français, affectant directement les économies qui les avaient nourris. En 1713, le traité d'Utrecht mit fin à la guerre de succession d'Espagne. Pour la première fois, l'Angleterre obtint le droit officiel de commercer légalement dans les Caraïbes espagnols grâce à l'Asiento de Negro contrôlant le commerce des esclaves en Amérique. La piraterie n'était plus utile. Elle interférait avec un commerce licite générant d'énormes profits. Les gouverneurs coloniaux reçurent l'ordre direct de capturer les pirates et d'exécuter leurs chefs. L'époque des corsaires avec patente touchait à sa fin. Les lettres de course furent révoquées et les anciens alliés du pouvoir impérial furent mis hors la loi. L'Angleterre fut la première à agir. En 1718, elle envoya le capitaine Woodes Rogers à Nassau comme gouverneur royal avec pour mission de pacifier les Bahamas. Rogers offrit le pardon aux pirates qui se rendaient volontairement, mais déclara traîtres ceux qui persistaient dans le pillage. Beaucoup acceptèrent l'amnistie, parmi eux Benjamin Hornigold, ancien capitaine pirate devenu chasseur de ses anciens compagnons. Cependant, des pirates comme Charles Vane et Barbe Noire refusèrent le pardon et furent poursuivis. Vane fut capturé et pendu en Jamaïque, tandis que Barbe Noire tomba au combat au large de la Caroline du Nord en 1718, après une bataille sanglante contre des navires envoyés par le gouverneur Alexander Spotswood. Parallèlement, la France supprima également la piraterie. Les ports de la Martinique et de la Guadeloupe,
qui avaient autrefois été des refuges sûrs, commencèrent à refuser les pirates et à les livrer aux autorités. Dans les Caraïbes espagnols, l'Inquisition ordonna des châtiments exemplaires contre tout collaborateur de pirates et les patrouilles navales depuis Veracruz, Carthagène des Indes et la Havane s'intensifièrent. La construction de forteresses telles que le Castillo de San Felipe à Carthagène et le Morro à la Havane avait un objectif clair: empêcher les pirates de trouver une base pour attaquer les convois du trésor. Les procès et exécutions publiques devinrent un spectacle destiné à dissuader de potentiels recrues. Les potences s'élevèrent à Port-Royal, Charleston et Boston. Les corps des pirates furent exposés dans des cages de fer le long des côtes comme avertissement. Les anciennes républiques pirates furent dissoutes. Nassau devint une base navale anglaise. La Jamaïque fut transformée en centre commercial de l'Empire britannique. Les routes maritimes commencèrent à être escortées en permanence. L'âge d'or de la piraterie entrait dans son déclin sous la pression combinée des armées coloniales et de la diplomatie impériale. La fin de l'âge d'or. Entre 1718 et 1730, la piraterie dans les Caraïbes est passée de son apogée à sa disparition quasi totale en tant que force organisée. L'impact de la pression militaire conjointe de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne fut dévastateur pour les équipages opérant depuis Nassau, Port-Royal et la Tortue. Les routes commerciales furent fortifiées. Les navires marchands voyageaient escortés par des frégates de guerre et les ports commencèrent à refuser ou dénoncer les navires pirates. Les colonies elles-mêmes, qui avaient prospéré grâce à la contrebande, se transformèrent en base de l'ordre impérial. La chute des principaux capitaines marqua le début de la fin. Barbe Noire mourut en 1718. Charles Vane fut capturé en 1719 et pendu en Jamaïque. Calico Jack Rackham fut arrêté en 1720 et exécuté à Port-Royal avec la plupart de son équipage. Anne Bonny et Mary Read furent également détenues, mais furent momentanément épargnées en prétendant être enceintes. Mary mourut peu après en prison, tandis que le sort final d'Anne se perdit dans les archives coloniales. Samuel Bellamy était déjà mort en 1717 après le naufrage du Ouida Gali. En quelques années, les noms les plus redoutés des Caraïbes disparurent des mers. La dissolution de Nassau en tant que république pirate fut décisive. Avec l'arrivée du gouverneur Woodes Rogers, l'île fut transformée en base navale britannique. Rogers utilisa d'anciens pirates comme chasseurs de ceux qui restaient actifs. Entre 1718 et 1725, plus de 200 pirates furent capturés et exécutés dans l'Atlantique occidental. Ceux qui réussirent à s'échapper migrèrent vers d'autres territoires, comme la côte africaine, Madagascar et l'océan Indien, où ils espéraient trouver de nouvelles cibles. Cependant, le même processus de répression se répéta là-bas. La mondialisation du commerce maritime avait fait de la piraterie un ennemi international plutôt qu'un problème local. L'Espagne, sentant que le danger pirate diminuait, renforça son système de flotte. La construction de navires de guerre à la Havane et à Veracruz, ajoutée à la création d'une route plus sûre à travers le canal des Bahamas, compliqua encore davantage le travail des pirates. En même temps, la présence de l'armée impériale sur le continent empêcha les pirates de capturer des villes côtières comme ils l'avaient fait au siècle précédent. Port-Royal, dévasté par un tremblement de terre en 1692, puis par des ouragans et des incendies, perdit son rôle central. La ville fut partiellement abandonnée et remplacée par Kingston, une colonie commerciale contrôlée par l'Angleterre et fermée à la piraterie. En 1730, la piraterie organisée avait pratiquement disparu des Caraïbes. Les rares capitaines qui restaient actifs le faisaient sur de petites embarcations, évitant les grands affrontements. La mer, autrefois dominée par les drapeaux noirs, commença à être patrouillée par les armées impériales. La transition des Caraïbes pirates aux Caraïbes coloniales était complète, et les anciennes républiques du butin firent place à un nouvel ordre économique basé sur le commerce des esclaves, le sucre et le tabac. Le mythe du trésor enterré. Avec l'effondrement de la piraterie dans les Caraïbes et l'exécution ou la disparition de ses principales figures, un nouveau phénomène a commencé à émerger qui transcendait les faits historiques, la naissance du mythe du pirate. Bien que les boucaniers et corsaires aient opéré sous des règles strictes et aient rarement enterré leurs richesses, l'imagination populaire transforma la Realta en légende. Des chroniques exagérées,
Des récits de marins et des pamphlets imprimés à Londres et à Amsterdam commencèrent à affirmer que de nombreux pirates, avant d'être capturés, avaient caché leurs trésors sur des îles désertes, dans des grottes marines et sur des plages isolées des Caraïbes. Ces histoires, amplifiées par la culture orale, donnèrent naissance à l'une des fantaisies les plus persistantes de l'histoire maritime, le trésor enterré attendant d'être découvert. La figure la plus citée dans ces récits fut William Kidd, un capitaine écossais qui commença comme chasseur de pirates avec une patente anglaise, mais qui finit accusé de devenir lui-même pirate. Avant sa capture en 1699, on disait qu'il avait caché un immense trésor quelque part dans les Antilles. Bien qu'une partie de l'or ait été trouvée sur l'île de Gardiner, face à la côte de New York, le reste n'a jamais été retrouvé. Ce fait réel alimenta la croyance selon laquelle d'autres capitaines, comme Barbe Noire ou Bellamy, avaient enterré leur butin dans des lieux secrets, protégés par des cartes codées. En réalité, les pirates accumulaient rarement de grandes quantités pendant de longues périodes. Le code pirate obligeait à répartir le butin immédiatement après chaque capture et la plupart dépensaient rapidement leur part en rhum, armes et provisions. Les cartes au trésor, telles qu'elles ont été représentées dans la littérature ultérieure, n'existaient pas dans les archives historiques de l'époque. Cependant, les rumeurs d'îles mystérieuses s'intensifièrent à mesure que les restes d'épaves étaient découverts par des pêcheurs ou des commerçants. Certaines embarcations coulées pendant les tempêtes contenaient de l'or provenant de la piraterie ou du commerce légitime de l'Empire. La récupération de pièces d'argent au large des côtes d'Hispaniola, de Cuba et de Floride contribua à consolider l'idée que les Caraïbes étaient un cimetière de richesses englouties. Les restes du Ouida Gali, coulé en 1717, confirmèrent des siècles plus tard que certaines fortunes pirates étaient restées piégées sous les vagues sans être réclamées par aucun empire. La littérature du XVIIIe siècle transforma définitivement la figure du pirate en un symbole romantique. Des œuvres comme A General History of the Pirates de 1724, attribuées à l'énigmatique auteur Charles Johnson, compilèrent des histoires réelles et fictives des capitaines les plus célèbres. Ce livre introduisit des éléments dramatiques tels que des discours héroïques, des cartes cachées et des trésors perdus. L'Angleterre, qui avait poursuivi les pirates, commença à les transformer en personnages légendaires, reflétant le passage de la peur à la nostalgie pour une époque où des hommes ordinaires avaient défié les empires. Le mythe du trésor enterré symbolisa l'aspiration éternelle à la liberté et à la richesse en marge de la loi. Bien que la piraterie caribéenne ait cessé comme force historique au XVIIIe siècle, ces légendes commencèrent à traverser les océans et à s'installer dans la mémoire collective, transformant les récifs, les plages désertes et les galions coulés des Caraïbes en scénarios perpétuels de recherche, de mystère et d'ambition sans fin.